Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, on va parler de chimie en première S et plus particulièrement des réactions chimiques ainsi que de la couleur des solutions ou des solutions colorées. Réactions chimiques et couleurs. Une réaction chimique n'est pas instantanée. Elle peut être soit très rapide où ça va se dérouler en une fraction de seconde, ou alors ça peut prendre plusieurs secondes, plusieurs minutes, plusieurs heures, voire même plusieurs années pour certaines réactions très lentes. Et en plus, certaines réactions chimiques vont en fait faire apparaître une couleur, disparaître une couleur ou changer de couleur en fonction de l'évolution du système chimique lors de la réaction. On va donc commencer par le début. Évolution d'un système chimique. Un système chimique, comme je viens de le dire, il va évoluer dans le temps, il ne va pas rester figé. Le but, c'est de prévoir ce qu'on aura à la fin de la réaction, à défaut de savoir quand la réaction se finira. C'est possible de savoir quand, mais c'est pas au programme d'utiliser. Première chose, lorsqu'on écrit une équation de réaction, il est indispensable de noter les états physiques des réactifs et des produits. S pour solide, L pour liquide, G pour gaz, AQ pour quelque chose qui a été dissous dans une solution aqueuse. Si on prend par exemple ce mélange de diode et de thiosulfate, eh bien, il suffit juste d'ajouter les états physiques comme ceci. C'est très simple. À la limite, il ne faut pas chercher, dès qu'il y a un ion, on met AQ. Quand on équilibre une équation de réaction chimique, on va devoir respecter deux règles qui sont la conservation des atomes ou des éléments et la conservation de la charge totale lors de la réaction. Et pour ça, on va mettre des coefficients devant les éléments chimiques qu'on appelle les nombres stoichiométriques. Si à la fin de la réaction, il reste encore un des réactifs, celui-ci on va l'appeler le réactif en excès parce qu'il n'a pas été totalement consommé. A l'inverse, si à la fin de la réaction, il y a un réactif qui a été complètement consommé, c'est le réactif limitant. Et pas limité. Limité, c'est... limitant. Quel que soit l'instant de la réaction, en fait, les réactifs vont toujours réagir dans les proportions indiquées par les nombres stoichiométriques. Et pour suivre l'évolution d'un système chimique, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle un tableau d'avancement. Oui, je sais, ça peut faire mal le tableau d'avancement, mais c'est comme tout. Au début, ça fait mal, et puis après, ça passe tout seul. L'avancement, on va le noter X, son unité, c'est la mole, et ça s'écrit donc MOL, et techniquement, c'est une quantité de matière. Alors, si on reprend notre réaction qu'on a vue juste avant, on va d'abord mettre la réaction considérée, puis faire une colonne pour chaque espèce chimique. La première ligne va nous décrire l'état initial avec les quantités de matière, des réactifs et des produits de la réaction. Donc, pour ça, il va falloir utiliser les relations que vous avez vues en seconde, avec notamment la quantité de matière en fonction de la masse et de la masse molaire, la quantité de matière en fonction de la concentration et du volume suivant si on a une solution. Et ici, par contre, on a un liquide, il faudra d'abord utiliser la masse volumique en fonction de la masse et du volume pour pouvoir en tirer la masse qu'on réinjectera dans la première relation pour nous donner enfin à la fin la quantité de matière. Et vous avez pour l'utilisation des gaz le volume molaire qui a une valeur fixe mais qui dépend aussi lui de la température. Et si t'as dormi en seconde à l'époque, eh bien je ferai une vidéo là-dessus un jour, j'hésiterai pas à mettre le lien quand je l'aurai faite en fait. Alors une fois qu'on a fait la première ligne, on fait la seconde avec un état intermédiaire. L'état intermédiaire c'est n'importe quoi entre le début et la fin, mais c'est pas le début, c'est pas la fin. Et lui donc il a un avancement X. À ce moment-là, les réactifs ont été consommés selon les proportions indiquées par les nombres stoichiométriques. Et donc du coup on se retrouve avec des moins du côté des réactifs et des plus du côté des produits. À l'état final on aura la même chose mais avec à la place de X on aura X max, l'avancement max. Reste à trouver l'avancement maximal, mais pour ça on va faire l'hypothèse que chacun des réactifs peut être le réactif limitant. Et on prendra celui qui a la plus petite valeur. Comme le réactif donc limitant se retrouve être totalement consommé à la fin de la réaction, cela nous donne donc deux résultats possibles pour X max. On gardera alors le plus petit, il suffit ensuite de remplacer X max dans le tableau par sa valeur. Et on retrouve des valeurs numériques qui nous permettent de savoir quelle est la composition de l'état final. Et le tour est joué. Ce qu'il faut savoir faire, c'est très simple, c'est ce qu'on vient de faire. La première chose, c'est qu'il faut savoir équilibrer une réaction et ne pas oublier de mettre les états physiques. Mais ça, c'est du niveau second. Ensuite, il faut savoir faire un tableau d'avancement, au moins les premières lignes et les colonnes. Il va falloir calculer les quantités de matière à l'état initial pour chacun des réactifs, voire des produits s'il y en a à l'état initial. Il faut ensuite déterminer X max et le réactif limitant, puis réinjecter X max dans les réactifs et dans les produits pour pouvoir déterminer la composition du mélange à l'état final. Et à la fin, les réactifs ont tous disparu, ça veut dire qu'ils ont été mis dans les bonnes proportions qu'on appelle les proportions stoichiométriques. On parle aussi de mélange stoichiométrique. Allez, on passe à la suite. Solution colorée. Comme on l'a dit au début, le témoin de l'évolution d'un système chimique, ça peut être sa couleur. Apparition, disparition ou modification. Pour les solutions colorées, ce qu'on va étudier techniquement, ça va être la concentration, car elle est liée à la couleur. En seconde, il a été possible de donner un encadrement d'une solution grâce à une échelle de teinte. Ici, on va aller plus précisément pour trouver vraiment la concentration de la solution. Plus une solution est concentrée, plus elle va être foncée ou opaque. Et donc plus elle est foncée, plus elle est opaque, moins elle va laisser passer de lumière. Et on va dire alors qu'elle absorbe plus de lumière quand elle est
concentré, la part de lumière donc qui ne passe pas, qui est retenue par la solution, eh ben on lui a donné un nom et cette grandeur ça s'appelle l'absorbance. Elle n'a aucune unité. L'absorbance, on va pas la prendre à n'importe quelle couleur techniquement, il va falloir prendre un endroit où l'absorbance est maximale. Parce que plus l'absorption est forte et meilleure sera la mesure, car plus précise avec davantage de contraste entre différentes concentrations qui sont relativement serrées. Et donc l'absorbance elle est maximale où? Eh bien à la couleur complémentaire. Alors pour vous faire une petite idée, vous pouvez revoir cette vidéo ici qui vous parle des couleurs complémentaires, notamment celle sur la couleur des objets. C'est bon. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un cercle chromatique. C'est un outil un peu plus complexe. Donc dans ce cercle chromatique, il suffit juste de regarder en diagonale. Si ma solution est de cette couleur-là, alors la couleur complémentaire est de cette couleur-là. Elle absorbe du coup au maximum dans cette couleur-là. Et c'est là qu'on arrive à la loi de Beer-Lambert. Oui, celui-là et celui-là, les deux gars. La loi de Beer-Lambert, finalement, elle est relativement simple. Ils ont dit que l'absorbance est proportionnelle à la concentration de l'espèce chimique colorée et à la largeur de liquide qu'on a traversé pour des faibles concentrations. Ainsi, on a A est égal à L fois epsilon fois C, avec L étant la largeur de liquide traversé, epsilon, le coefficient d'extinction molaire, bon c'est juste une constante quoi, qui dépend de l'espèce chimique concernée et de la longueur d'onde à laquelle on le fait, et C c'est la concentration en mol par litre. Ce qu'il faut savoir faire, ça va être utiliser cette relation pour retrouver la concentration, il suffit juste de la modifier. Mais comme on va rarement vous donner epsilon, d'ailleurs, ce qu'on va vous donner à faire plutôt, c'est un travail davantage expérimental. On va vous donner différents points d'absorbance en fonction de concentration connue. Il suffit juste alors de tracer un graphique nous donnant l'absorbance en fonction de la concentration. On place les points et comme on sait que la loi est linéaire, puisque c'est une loi qui nous donne A est égal à L epsilon fois C, donc il n'y a rien d'autre qu'un coefficient directeur, eh bien on peut tracer une ligne droite. Une fois qu'on a fait ça, il suffit juste de mesurer l'absorbance à la même longueur d'onde de la solution inconnue. Une fois qu'on a ça l'absorbance, on n'a plus qu'à la replacer sur la droite et on trouvera la concentration en abscisse. Et voilà le travail. Donc ce cours de rattrapage est terminé. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Ouais, j'ai fait des progrès. Et comme l'a dit Martina Navratilova, une tennisman, il faut se concentrer sur sa concentration. Ça vaut du Ribéry.